que si grave. J'ai vu le cancer. Elle est perdue. Si c'est ça, je me tuerais. Encore un truc pour qu'on te dise qu'on t'aime. Belle en pure perte, nue au cœur de l'hiver, je suis un corps à vide, sans toi, sans toi. Bonjour messieurs, dames, mesdames, messieurs, je voudrais juste en quelques minutes introduire cette nouvelle 16e séance de la Maison de la Culture dont nous pouvons être très très fiers, puisque Jean-Michel Benatar et Richard Dessernes et l'ensemble, une équipe quand même importante pour ce travail qui consiste à organiser ces séances, on va dire, d'intégration entre la médecine et les citoyens, je ne sais pas comment on peut les définir, et dans un site qui est l'hôpital Pasteur. C'est pour nous une fierté, c'est d'autant qu'il est accompagné d'un diplôme universitaire que l'on a appelé Art du Soin, que Jean-Michel a appelé Art du Soin, et qui a reçu un prix du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est encore confidentiel. Oui, non mais c'est confidentiel, mais on a le résultat, le prix PEPS, Passion, Enseignement, Pédagogie, du supérieur, je crois que ça veut dire. Prix PEPS dont nous avons déjà été récipiendaires pour autre chose il y a quelques années, mais qui là, de nouveau, la faculté de médecine de Nice est honorée pour ses innovations pédagogiques, et puis le prix sera reçu en novembre par Luigi Flora et Jean-Michel. Vous allez et toute monter, l'équipe des pédagogiques en fait. montera au ministère de l'Enseignement supérieur ou à la Cité des Sciences pour recevoir ce prix. Donc c'est une grande fierté que d'innover sur le plan pédagogique. À Nice, on a une tradition pédagogique importante qui date de plusieurs années, qui se traduit par des résultats assez satisfaisants pour nos étudiants, mais qui peuvent toujours être améliorés. Et puis cette façon de faire, d'ouvrir la médecine au public et ses problématiques est, à mon avis, extrêmement important. Aujourd'hui, le problème posé est la décision partagée et le consentement éclairé dans le cadre des dépistages du cancer du sein, c'est bien ça. Comme disait mon maître André Richel, tout exposé commence par une définition. C'est quoi un consentement éclairé? Parce que on va vers ça, on essaye d'aller vers ça dans le milieu médical, on essaye de faire en sorte que nos patients, enfin pour les médecins qui le font, on essaye de faire en sorte que nos patients choisissent en fonction d'un consentement éclairé. Mais qu'est-ce que c'est qu'un consentement éclairé? Moi, je réfléchissais en venant et je me disais qu'un consentement éclairé, ma définition personnelle, c'est un consentement qui est donné après avoir distingué ce qui relève du savoir et ce qui relève de la croyance. Et éclairer, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et c'est pas pour rien qu'on a appelé le siècle des Lumières le siècle où les penseurs ont commencé à distinguer les croyances des savoirs. Essayer d'avoir une décision éclairée par le savoir, c'est très compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce que les sujets traités sont complexes. Et là, le cancer du sein, et en particulier le cancer du sein à un stade initial, c'est un sujet compliqué. C'est-à-dire personne ne devine l'évolution potentielle d'un cancer. Moi, je suis chirurgien et je travaille dans deux activités différentes. La chirurgie digestive, et donc le cancer colorectal qui constitue mon quotidien, et la chirurgie d'urgence, puisque je m'occupe du service des urgences chirurgicales du CHU, et donc je m'occupe des traumatismes de la route. Ces deux maladies, le cancer colorectal et les maladies liées à la violence routière, ont fait l'objet de décisions politiques. Pour l'une, les violences routières, dans les années 70, souvenez-vous, il y avait 17 000 morts par an. Et il y a eu toute une série de mesures politiques, de prévention, ceinture de sécurité, casque obligatoire,
limitation de vitesse, radar, qui ont mené maintenant à un taux de mortalité, enfin un nombre de décès sur les routes de 3000, et donc un nombre de grands blessés qui souffrent beaucoup et avec des coûts importants pour la société qui ont considérablement diminué. Alors il y a toujours des gens qui vous disent qu'on devrait pouvoir rouler à la vitesse à laquelle on souhaite rouler, que la ceinture de sécurité et le casque, c'était le bon temps dans les années 70 quand on prenait son deux roues et qu'on n'était pas embêté par la police quand on ne mettait pas son casque. Mais quand même, la problématique, c'est le coût supporté par la société. C'est-à-dire que le coût de ces accidents de la route et la réanimation qui va avec et le coût du handicap est extrêmement important et la décision politique a dû, à mon avis, à bon escient, être prise et elle continue à faire débat. Il y a encore quelques jours, il y avait l'histoire des 80 km/h plutôt que 90 km/h. Tout ça est difficile. La question, c'est à quel endroit mettons le curseur entre la prévention et la thérapeutique. Pour le cancer colorectal, c'est pareil. Il y a des campagnes de dépistage, vous le savez, à partir de 50 ans, chacun, par l'après-masse, reçoit une convocation pour faire un dépistage du cancer colorectal. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas parce qu'ils n'ont pas envie de le faire. Moi, les 10 derniers cancers du côlon que j'ai opérés, c'était des cancers dépistés. Et il y a aussi des patients qui ne font pas de dépistage et qui arrivent à un stade avancé, parce que vous savez que le cancer a une histoire naturelle qui fait qu'au début, on peut le guérir, et quand il est trop avancé, on peut au mieux le rendre chronique et au pire ne pas le guérir. Et j'avoue que je préfère voir un patient dépisté avec un cancer curable qu'un patient qui m'avoue ne pas avoir fait ses convocations à l'après-masse et qui a laissé traîner ses symptômes et qui arrive avec un cancer du côlon avec des métastases hépatiques. Tout ça pour dire que pour être éclairé sur des sujets aussi complexes que la santé publique et l'épidémiologie, il faut de l'expérience. Et j'aime beaucoup la phrase de Confucius qui dit que l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que le chemin parcouru. Et un malade qui vient d'apprendre qu'il a potentiellement un cancer ou qui va se soumettre à un test de dépistage, il n'a absolument pas de chemin parcouru sur ces problématiques et il se retrouve souvent dans un état émotionnel difficile puisqu'on lui annonce une maladie a priori péjorative et il doit faire un choix, donc éclairé, dans une situation affective difficile, ce qui rend la décision encore plus complexe. Donc ce sont des sujets extrêmement difficiles qui vont être abordés aujourd'hui. Moi je crois qu'à chaque fois qu'on réfléchit à ces sujets-là, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui relève de la croyance, qu'est-ce qui relève du savoir? Et c'est souvent compliqué de faire la part des choses entre les deux. Et j'ai plutôt tendance, par mon amour pour les philosophes des Lumières, à faire confiance à ceux qui savent. Et même si c'est difficile, et même si chaque patient doit bien sûr prendre sa décision personnelle en essayant d'être éclairé le plus possible. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop plombé l'ambiance, mais j'espère que j'ai plutôt lancé le débat. Et je laisse la parole à Jean-Michel Benatar pour qu'il nous introduise cette séance. Merci de votre présence. Merci Patrick. Je n'avais pas prévu de parler. Donc quelques mots pour essayer, toujours pareil, à chaque fois, nous on essaye de comprendre ce qu'on est en train de faire quand on fait ça. Et je sais que ce qui m'est venu cette nuit, c'était qu'on était en train on faisait alors je l'ai noté là, on faisait de la création d'espace-temps pour la liberté de se questionner et de s'émouvoir ensemble. Voilà un petit peu ce que c'est que chaque séance de la Maison de la Médecine et de la Culture. Donc tous les mots sont importants, c'est vraiment, je pense, c'est des espaces-temps qui sont privilégiés. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est possible de faire ce qu'on est en train de faire. Donc il y a le côté ensemble, et ensemble c'est à la fois des professionnels de santé, à la fois des étudiants en santé, à la fois des artistes, à la fois des patients, à la fois des personnes des sciences humaines, et surtout cette fois-ci à la fois des citoyens.
peut-être ça peut être intéressant par rapport à ce que Patrick a dit, c'est que avant d'être malade, avant d'être dans cette situation émotionnelle où on est malade, où c'est très difficile de réfléchir, mais peut-être que si on a commencé à réfléchir à l'avance, c'est-à-dire au moment où on était des citoyens non malades, puisque c'est ces personnes-là qui s'adressent le dépistage, mais peut-être que le jour où on sera malade, on sera peut-être plus à même de participer à cette décision partagée. Alors c'est la 16e rencontre de la Maison de la Médecine et de la Culture. En fait, c'est des rencontres trimestrielles qui ont commencé en janvier 2015. La 17e, ça sera en janvier 2019, probablement. Et donc, c'est fait à chaque fois. On a la chance de faire ça en partenariat avec la faculté de médecine et avec le CHU. Donc, le CHU qui nous alloue cette salle du Galet par une convention avec une association citoyenne, ce qui est déjà aussi quelque chose d'exceptionnel. Et puis vraiment, on peut dire que vraiment, depuis la première fois, c'est le doyen Patrick Baquet qui nous a ouvert les portes des amphithéâtres de la faculté de médecine et qui a participé à une grosse partie de nos rencontres. Et je peux dire que, par exemple, j'ai réalisé le rêve de... on a pu réaliser le rêve de Martin Winkler de voir son film La maladie de Saxe être joué dans un amphithéâtre. Et enfin, pour lui, quand je lui ai raconté ça, c'était il y a 3 ans, c'était une grande joie de pouvoir faire venir du cinéma dans une faculté de médecine. Et donc Patrick Baquet, de recevoir des citoyens dans une faculté de médecine, c'est vraiment quelque chose qu'il faut signaler parce que c'est vraiment exceptionnel. Et alors effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, aujourd'hui comme hier, c'est que finalement, toute la médecine est centrée sur le traitement de la maladie. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que justement, il y ait le curseur qui aille un petit peu du côté du soin de la personne. Et en fait, tout ce qu'on organise, c'est pour faire bouger un petit peu le curseur, pour effectivement s'occuper du traitement de la maladie quand on est professionnel de santé, mais allouer une grosse part de l'enseignement, de la recherche, de l'organisation des soins et de la pratique sur le soin à la personne. Et pour ça, on a l'idée de passer par des chemins buissonniers, des chemins un petit peu pour nous, comme on disait tout à l'heure, pour se questionner, pour s'émouvoir. Et donc pour ça, on va passer par l'art, on va passer par le cinéma, on va passer, comme on a fait ce matin, sur des ateliers de médecine narrative où on est capable, en groupe comme ça, de partager nos histoires intimes. Et donc, on va dire, c'est sur les premières séances jusqu'ici, on a beaucoup travaillé, on va dire, le premier pilier de l'éthique médicale, c'était le pilier de la bienfaisance. Et peut-être que cette chose, ce qui est important dans la bienfaisance, c'est l'écoute du récit, du vécu du patient. Donc ça a été une grosse partie de notre énergie, c'est vraiment l'écoute du récit, du vécu, de l'expérience de ce que vit le patient. Et alors avec beaucoup de films, avec Barberousse, avec Journal intime, avec C'est la vie, donc beaucoup de séances qui sont sur ce thème de la parole, de l'importance de la parole du patient. Et là, on va changer de pilier éthique, en fait. On va focaliser sur 2 piliers éthiques qui sont rarement abordés, justement, même par nous jusque-là, et puis même par la médecine narrative, par le cinéma de Céline Lefebvre, des choses qui sont rarement abordées. C'est les 2 autres piliers, qui sont le pilier de la non-malfaisance et le pilier de respect de l'autonomie du patient. Et si vous voulez, la décision partagée, ça fait partie de ce cadre-là. Ça fait partie de la non-malfaisance et ça fait partie du respect de l'autonomie du patient. Et ce que j'ai noté dans la communication, c'est que finalement ici, notre sujet, bon, ça va être de réfléchir un petit peu si on est une femme, si on va faire le dépistage, ou quels sont les partisans, les pros et les contre le dépistage. Mais c'est surtout, c'est pas exactement de ça dont il s'agit. Ce dont il s'agit et ce qu'on voudrait insister, c'est que chaque acte médical soit précédé d'une information des bénéfices et des risques de la réalisation de cet acte médical ou de la non-réalisation de cet acte médical. Et en fait, pour qu'un patient puisse prendre une décision partagée,
il y a besoin d'avoir 6 critères. Bénéfices et risques de la réalisation de l'acte médical, bénéfices et risques de la non-réalisation de l'acte médical, et ensuite valeur et préférence du patient. Parce qu'en définitive, c'est le patient qui va décider. Et on a la légitimité de décider, et c'est ça que les patients sont soumis à des injonctions, et on voudrait que ça change, on voudrait qu'on passe de l'injonction à ce que j'avais mis la quête du trésor, qui est le choix libre et informé. Donc toujours cette notion de liberté. Et pour réussir à faire ça, ben c'est tout ce qu'on fait depuis le début, c'est le mot « avec », c'est que tout se fasse avec, donc le professionnel de santé, avec le patient, et que tout se fasse en partenariat. Et là, donc, un petit peu de vocabulaire, c'est-à-dire que nous pouvons tous, ensemble, devenir partenaires de soins, de la relation de soins, de la décision partagée, de l'écoute du récit du patient. Et il y a plusieurs types de partenaires de soins. Il y a les professionnels partenaires de soins, il y a les patients partenaires de soins, et il y a les citoyens partenaires de soins. Voilà. Donc on vise tous la même chose, on vise tous à rester des êtres humains partenaires de la relation de soins. Merci. Alors désolé parce que j'avais prévu de présenter, je suis désolé, j'avais prévu de présenter Monsieur Dubovetsky. Donc pour ça, comme on a dit, on va commencer par un film qui est Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda. Donc ça c'est la partie artistique, c'est pour nous permettre de penser à travers l'art. Et puis ensuite ce sera un débat interactif avec Monsieur Jean Dubovetsky, qui représente un collectif lanceur d'alerte qui s'appelle Cancer Rose. Donc il va donc animer un débat interactif avec tous, justement pour vous mettre en situation de citoyen qui peut donc réfléchir, s'émouvoir, prendre des décisions. Et donc Monsieur Dubovetsky est médecin généraliste à Albi. Il est aussi rédacteur senior de la revue Prescrire, donc une revue indépendante, et membre du Formindep, donc syndicat pour une formation et une médecine indépendante qui est dédiée à la santé des patients. Merci. Cléo, de 5 à 7. On pourrait faire fausse route. Enfin, 5 à 7, c'est le créneau des amours adultères. Mais c'est vraiment une fausse piste. Cléo, c'est une jeune femme, chanteuse. On pouvait le dire peut-être déjà à cette époque, 1961, une chanteuse yéyé, une petite chanteuse. Une baby-doll en tout cas. Une baby-doll, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, Cléo, n'existe que dans le regard de son entourage. Un regard qui la maintient dans une espèce d'infantilité. Et quelquefois pas toujours bienveillante d'ailleurs. Donc on n'est pas dans les amours adultères. Cléo a sur elle une épée de Damoclès. Elle attend le résultat d'une biopsie. Le film commence à 17h et à 19h, elle a un rendez-vous avec son médecin. 2 heures complètement filmées, et ça c'est assez intéressant, que Agnès Varda filme quasiment en temps réel. C'est-à-dire que vous allez vivre les 2 heures, quasiment les 2 heures de Cléo, dans cette attente angoissée, parce qu'effectivement, la peur la domine. Elle vit sous cette pression de la peur. Cette peur qui l'envahit et qui la mettra à travers le déroulé du film, qui va la mettre sur une trajectoire quasiment féministe de libération, un peu avant l'époque, 61. C'est une révolte contre son entourage. Elle renversera la table, de façon figurée, bien sûr. Et elle va s'ouvrir au monde, petit à petit. En s'ouvrant au monde, elle va s'ouvrir à l'autre. Et en s'ouvrant à l'autre, elle va s'ouvrir à elle-même. Et elle va s'ouvrir aussi une sorte de destinée, de destin, et elle va l'accepter.
Sur le film lui-même, qui a un côté un peu artistique, filmique, 3 points. L'omniprésence justement du temps. Vous verrez qu'Agnès Varda ponctue tout le déroulé du film par des passages plus ou moins lourds, plus ou moins évanescents, sur des horloges. Horloge sur une table, horloge dans la rue, horloge dans un carrefour, horloge dans un café, etc. Donc le temps, il est là. Et Agnès Varda montre effectivement cette écoulée du temps face à l'annonce de la maladie grave. Le deuxième point, c'est la mort. La mort qui rôde. La mort qui rôde, pour Agnès Varda, ce sont des tableaux de Hans Baltung. Des tableaux de Hans Baltung que vous verrez apparaître de ci, de là, sur le thème de la jeune femme et la mort. Je n'arrive pas à les projeter. Et puis il y a le troisième point de l'aveu même d'Agnès Varda. Elle craignait que les spectateurs s'ennuient un peu au déroulé du film. Et pour essayer de relancer une espèce de suspense ou de plaisir, elle a imaginé une qui est partagée par certains qui diront une perle rare, d'autres diront un objet non identifié, une espèce de pantomime dans le style film muet, dans lequel on voit Jean-Luc Godard comme un véritable Buster Keaton, quelque chose de très 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 stupéfiant. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que et Agnès Varda en est très très fière. Elle revendique d'avoir pu faire tomber les lunettes de Jean-Luc Godard. Et elle reste en admiration devant le regard qui n'arrive pas, le regard de Jean-Luc Godard que vous verrez pour la seule et unique fois dans votre vie, sans ses lunettes de soleil. Et on va passer donc à la projection.